Mesdames et messieurs, bonjour et merci infiniment de nous choisir encore en ce jour pour la réflexion hebdomadaire, rencontre-échange, nouveau numéro. Nous allons encore décrypter l'actualité de la semaine des faits de société qui se passe chez nous, et cette actualité est largement dominée par cette nouvelle loi fondamentale en préparation et beaucoup de pédagogie et beaucoup de questionnements. Le Togolais, le citoyen lambda se demande pourquoi cette nouvelle constitution à présent, quels sont les arguments en faveur de cette nouvelle loi fondamentale, faut-il la changer, qu'est-ce qui va changer fondamentalement avec la nouvelle constitution et celle qui est toujours en vigueur maintenant, c'est-à-dire le système semi-présidentiel à la française. Eh bien, pour en parler, un spécialiste du droit, monsieur professeur Kossivi, on a qui est agrégé de droit à l'université, enseignant à l'université. Merci, cher professeur, de répondre à notre invitation. Oui, merci beaucoup, monsieur Wilson. Voilà, vous avez accepté de répondre à notre invitation justement pour discuter de l'actualité brûlante de l'heure, oui, avec la nouvelle donne dans ce report des élections, les statuts régionales qui devaient avoir lieu le 20 avril prochain. On en parlera de cette décision, mais un peu de pédagogie comme dans le cadre de classe pour commencer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est une révision constitutionnelle, une nouvelle concertation du système politique dans notre pays. C'est une révision, c'est une toilettage. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du 25 au 26 mars dernier à l'hémicycle? Ok, mais merci beaucoup. Vous avez parlé tout à l'heure de pédagogie, et donc je vais faire un peu plus de pédagogie sur la question. Vous savez, lorsque l'État apparaît ou l'État naît, comment l'État naît d'abord? L'État peut naître de la scission d'un État préexistant. Par exemple, le Soudan qui est devenu Soudan du Sud et Soudan du Nord. Donc, c'est deux nouveaux États qui sont créés. Ou bien de la fusion de deux États. Voilà. Ou bien l'État peut également naître à partir du processus de décolonisation, donc la seule indépendance, donc l'État naît. Et quand l'État naît, l'État doit avoir un statut, l'État doit avoir une constitution. Et c'est la constitution qui fixe les organes de l'État, parce que l'État lui-même étant une personne morale, l'État a fondamentalement besoin de ces organes qui vont agir et qui vont penser à sa place. Et donc, lorsque l'État apparaît pour la première fois, il y a ce qu'on appelle le pouvoir constituant originaire. C'est ce pouvoir constituant qui établit la Constitution, qui pose la Constitution. Et ce pouvoir constituant togolais est intervenu en avril 1960 pour doter le Togo d'une constitution. Et ce pouvoir constituant, une fois qu'il pose la Constitution, une fois qu'il établit la Constitution, il met en place ce qu'on appelle un pouvoir constituant dérivé. Et ce pouvoir constituant dérivé a pour mission de prendre la place du pouvoir constituant originaire et donc de continuer son œuvre, parce que la société évoluant, l'État évolue, donc l'œuvre constitutionnelle doit également évoluer. Et comme l'œuvre constitutionnelle doit évoluer, le pouvoir constituant originaire met en place un pouvoir constituant dérivé. Ce pouvoir constituant dérivé, c'est le Parlement. Lorsqu'on est dans un système de deux chambres, c'est-à-dire de bicamérisme, où vous avez la chambre haute et la chambre basse, ou bien lorsqu'on est dans un système monocaméral, donc ce pouvoir constituant, c'est l'Assemblée nationale. Et donc, à chaque fois que l'Assemblée nationale se regroupe, où les députés se regroupent pour modifier ou bien pour établir une constitution, ils font œuvre constituante. Ils font œuvre constituante. Donc notre assemblée s'est mutée en constituante, c'est ça? Voilà. L'Assemblée nationale du Togo s'est muée en pouvoir constituant dérivé et pour mettre en place une nouvelle constitution. On me dira, est-ce que le pouvoir constituant dérivé peut mettre en place une nouvelle constitution? Vous savez, dans la théorie constitutionnaliste, le pouvoir constituant originaire, c'est ce qu'on appelle le potestas constituens norma normas creatio ex nihilo. C'est-à-dire, c'est un pouvoir qui sort du chaos, qui sort de rien du tout, et c'est un fait qui n'est pas juridique, c'est un pur fait. C'est ça. Et donc, avant le pouvoir constituant, il n'y a pas de constitution. Oui. Donc, la constitution n'apparaît qu'après le pouvoir constituant.
C'est-à-dire qu'on met en place un groupe de personnes pour réfléchir et écrire, n'est-ce pas, un texte qui vont diriger, le texte qui va diriger le PC, ça? Voilà, donc ça, je vais revenir là-dessus. Oui. Je vais revenir sur le processus. Puisqu'il faut faire simple, quoi. Hein? Oui, il faut faire simple, oui, bien sûr. Vous savez, quand le pouvoir constituant originaire intervient, il met en place, je l'ai dit, le pouvoir constituant dérivé. Ce pouvoir constituant dérivé a les mêmes fonctions, les mêmes attributs que le pouvoir constituant originaire. Donc, il peut modifier la Constitution, il peut réviser la Constitution, il peut reformer la Constitution, il peut remplacer la Constitution. C'est ça. Maintenant, quel est le processus d'établissement? Oui. Alors, lorsqu'on veut établir une Constitution, il y a deux mécanismes. Il y a un mécanisme qu'on appelle le mode démocratique et l'autre qu'on appelle le mode non démocratique. Le mode non démocratique, c'est lorsque le souverain ou le roi octroie une charte ou bien une constitution à son peuple. Le mode démocratique. Dans le mode démocratique, vous avez la mise en place d'une assemblée constituante. Par exemple, en 92, la conférence nationale s'est transformée en une assemblée constituante en proposant l'acte 7 qui deviendra la constitution de la 4e République togolaise. Donc, ce pouvoir constituant, cette assemblée constituante propose un test. Et ce test, lorsque l'organe qui met en place, lorsque l'organe qui propose le texte n'est pas un organe souverain, le texte qui est proposé doit être soumis au référendum. Pour avoir le quitus, pour avoir l'aval du souverain qui est le peuple. Mais quand l'organe qui propose la constitution et qui établit le texte constitutionnel est souverain, on n'a plus besoin d'aller au référendum. Parce que l'organe lui-même est souverain et a l'attribut du souverain. C'est ça. Donc ce qui veut dire que si le texte qui est là, voté par l'Assemblée, on n'a plus besoin de passer par un référendum. Non. C'est déjà adopté. Le texte, le texte qui est adopté présentement répond aux modalités prévues par la Constitution. Vous avez l'article 144 de la Constitution qui dit que l'initiative vient aussi bien de l'Assemblée nationale à travers les députés que du président de la République. Et donc, quand un cinquième des députés font une proposition de loi, cette proposition de loi déposée sur le bureau, on va faire son tour et puis soumis au vote. Donc, quand la proposition de loi ou le projet de loi reçoit les 4/5 de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que les 4/5 des députés ont voté oui au projet ou à la proposition, on ne va plus au référendum. La Constitution dit que c'est considéré comme adopté. Et donc, vient maintenant la phase de promulgation, tout simplement. C'est ça. Et la Constitution reprend en disant, lorsque les 4/5 n'ont pas été recueillis, mais qu'on a les 2/3, alors on va au référendum. Parce que le consensus que le constituant voudrait créer en imposant les 4/5, ce consensus n'est pas obtenu par les 2/3, et donc on va au référendum pour que le peuple se prononce définitivement sur le test. C'est ça. Avant de revenir peut-être sur les réactions et les polémiques suscitées par cette situation, parlons encore de ce système semi-présidentiel ou encore système parlementaire. Pourquoi ce besoin de changement? Est-ce qu'il y a des critères, des conditions à remplir pour qu'on passe d'un système à un autre? Et cette option, pourquoi c'est maintenant qu'on le fait finalement? Alors, pourquoi c'est maintenant qu'on décide de changer de régime? Alors, disons que le Togo a fait l'expérience du régime semi-présidentiel. Mais avant, il faut que je précise que en réalité, le Togo est né avec le régime parlementaire. Le Togo est né avec le régime parlementaire. Sur les différentes constitutions que nous avons eues dans ce pays, il me semble que c'est la Constitution de la 2e République qui a établi un régime présidentiel. Et puis après, on est tombé sur la confusion du pouvoir avec la période du général Gnassingbé Eyadema. Et puis après, on est tombé en 92 sur un régime parlementaire. La Constitution de 92, c'est un régime parlementaire, ou on peut dire semi-parlementaire. Bon, quelle est la nuance? Dans un régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel, vous avez la substance même qui est un régime parlementaire
Mais dans ce régime qui est semi-parlementaire ou semi-présidentiel, vous avez un chef de l'État qui a des pouvoirs importants. Qui est élu au suffrage universel, qui a une certaine légitimité, qui a un programme politique à défendre, et en face, vous avez un premier ministre chef de gouvernement. Donc c'est ça que nous avons expérimenté de 92 jusqu'à aujourd'hui. Et donc je dirais que le Togo est né avec le régime parlementaire. Le régime parlementaire est consubstantiel en réalité à l'État togolais. Maintenant, pourquoi? Je pense que la décision de changer de régime politique, c'est une décision politique d'abord. C'est ça. C'est une décision politique. Et donc, ici, c'est les députés qui ont pris l'initiative. Donc, l'Assemblée nationale, c'est un organe politique par essence. Et pourquoi? Parce que, bon, moi, je peux dire en tant que constitutionnaliste que nous avons expérimenté le régime semi-présidentiel ou parlementaire pendant 32 ans. Et peut-être, avec le recul, avec les analyses que l'on peut faire d'ici et là, on peut se dire que pourquoi pas ne pas changer de régime politique pour avoir un régime politique qui est beaucoup plus démocratique, pour plus de démocratie, pour donner plus de voix aux citoyens. Voilà, donc on va revenir là-dessus sur ce genre de développement pour donner plus, que le citoyen soit plus présent. Alors, ça veut dire qu'il y a des avantages dans ce régime parlementaire, mais sûrement aussi les forces et faiblesses de ce système politique. Alors, la faiblesse du régime parlementaire, c'est fondamentalement l'instabilité gouvernementale. Oui. Fondamentalement, c'est l'instabilité gouvernementale. Alors pourquoi? Parce que vous avez un chef de gouvernement qui est élu ou bien qui est désigné au regard d'une majorité parlementaire. Et donc, qui dit majorité parlementaire dit donc les résultats de l'élection des députés législatives. Il peut arriver qu'un parti puisse avoir une majorité écrasante pour former son gouvernement. Là, on est en stabilité. Mais lorsque un seul parti n'arrive pas à engranger la majorité et former à lui seul le gouvernement, il faut peut-être une coalition de partis. Vous avez vu la dernière fois en Allemagne les difficultés que Olaf Scholz avait eu pour former son gouvernement. Voilà, donc ça c'est les faiblesses du régime parlementaire. Donc lorsque quand on n'a pas la majorité, donc ça devient problématique, n'est-ce pas? Quand on n'a pas la majorité, ça devient problématique. Parce que vous devez ratisser large. Et parfois même, vous serez obligé de faire des alliances contre nature. Des gens qui sont contre vous, foncièrement contre votre politique, vous êtes obligé de leur faire la cour pour avoir une coalition pour pouvoir gouverner. Donc, là, il y a le cas de l'Italie, le cas de l'Italie aussi, qui est une instabilité politique permanente. Voilà. Mais l'analyse de la stabilité du régime du gouvernement dans le régime parlementaire doit être faite en lien avec le mode de scrutin. Avec le mode de scrutin. Alors, vous voyez, en Grande-Bretagne, le mode de scrutin, c'est le scrutin majoritaire à un tour. Et donc, cela permet à un seul parti d'avoir quasiment la majorité. Et quand vous analysez le paysage politique de la Grande-Bretagne, vous verrez que très souvent, c'est les conservateurs et les travaillistes. La tendance est entre les conservateurs et les travaillistes. Les petits partis n'arrivent pas à émerger pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir s'imposer. Donc, dans le régime parlementaire italien, c'est la représentation proportionnelle au plus fort reste. Donc, cette représentation proportionnelle donne la chance aux petits partis de pouvoir émerger. Au Togo, c'est la plus forte moyenne, qui en réalité n'est pas très loin du scrutin majoritaire. Et donc, ce qui fait que le mode de scrutin qui est adopté au Togo, en lien maintenant avec le régime parlementaire, on peut dire que chez nous, ce régime parlementaire, le modèle adopté conforte une certaine stabilité gouvernementale. Donc, concrètement, à quoi faut-il s'attendre dans ce régime parlementaire? Dans les thèmes clairs, qu'est-ce qu'on aura? On parle de chef de gouvernement ou de chef de président du conseil. Alors,
qu'est-ce que c'est pour le citoyen ordinaire qui veut comprendre? Alors, le régime parlementaire, c'est un régime de séparation souple des pouvoirs, donc qui fondamentalement amène les pouvoirs à aller ensemble. Montesquieu disait les pouvoirs doivent aller de concert. Et donc, dans ce régime, vous avez un chef de l'État qui peut être élu au suffrage universel direct ou bien au suffrage universel indirect. Quand il est élu au suffrage universel direct, comme c'est le cas de la France, cela voudra dire que il a un programme politique à défendre. Il a une certaine légitimité, un programme politique à défendre. Quand, dans notre système, il est élu par le Parlement, c'est-à-dire que le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc, c'est au suffrage universel indirect. Il a donc moins d'influence. Donc, disons que la fonction de président de la République est un peu démystifiée. D'accord, parce que... Moins de pouvoir, moins de présence. Moins de présence. Dans le jeu politique, oui. Moins de présence, moins de pouvoir. Puisque finalement, dans ce régime, ce n'est plus le chef de l'État qui détermine et conduit la politique de la nation. Ou bien, dans la Constitution de 4e République, on dit que sous l'autorité du chef de l'État, le Premier ministre détermine et conduit la politique de la nation. C'est une façon un peu biaisée de dire c'est le chef de l'État qui détermine et conduit la politique de la nation. Donc, dans ce régime parlementaire, le modèle qui est proposé, donc c'est le chef de gouvernement. Dans le modèle, on l'appelle le président du Conseil. C'est lui qui détermine et conduit la politique de la nation. Et il est issu de la majorité parlementaire. Il doit être issu de la majorité parlementaire puisqu'il est élu par les députés. Donc, il est élu par l'Assemblée nationale. Donc, contrairement au chef de l'État qui est élu par le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, le président du Conseil, il est élu par l'Assemblée nationale. Alors, comme il est élu par l'Assemblée nationale, donc il a des comptes à rendre. C'est ça. Donc, le chef de l'État, lui, comme il est élu au suffrage universel indirect, il est irresponsable politiquement. C'est pour ça que il est souvent dans les modèles, le chef de l'État est élu sans débat. Parce que s'il y a débat, ça veut dire qu'il doit, il y a une politique à défendre, il doit répondre aux questions. Souvent, on dit qu'il est élu sans débat. Donc, maintenant, une fois que le Premier ministre ou bien le président du Conseil est élu par l'Assemblée nationale, se crée alors un rapport d'influence réciproque entre les deux. Parce que le président du Conseil, il tient son investiture du Parlement, de l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui l'investit. D'abord, il est élu par l'Assemblée nationale et il doit présenter son programme de gouvernement devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale doit l'investir en lui accordant la confiance. Et donc, c'est à partir de ce moment, l'Assemblée nationale doit lui demander des comptes. Le Premier ministre ou le président du Conseil doit répondre aux questions des députés à l'Assemblée nationale. Il peut être convoqué sur des situations pour s'expliquer, ses ministres, ainsi de suite. Donc, il est responsable devant l'Assemblée nationale. Et cette Assemblée nationale peut le faire partir. C'est-à-dire que peut le démettre de ses fonctions à travers son appel, la motion de censure. Et pour éviter que le président du Conseil n'ait pas d'armes pour contrebalancer l'Assemblée nationale, on lui réserve également le droit de demander au président de la République, au chef de l'État, la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, cela crée en réalité un rapport de force, c'est ce que les auteurs appellent une vie de ménage entre le Parlement et le gouvernement. Alors, qu'est-ce que le citoyen en tire? Alors, d'abord, les débats politiques seront portés devant les citoyens. Dorénavant, les parlementaires convoqueront à tout moment les membres du gouvernement pour venir s'expliquer. Et je ne pense pas que dans le régime parlementaire qui est en train, ou bien qui va s'implanter, qu'on demande à un ministre, qu'on convoque un ministre qui refuse de se présenter. Donc on n'aura plus ce qu'on a vu au passé. Parce non, que ça ne peut plus se reproduire. Oui, parce qu'on a interpellé les ministres qui n'ont pas répondu. Ça ne peut plus se reproduire. Voilà l'un des atouts de ce type de régime. Ça ne peut plus se reproduire parce que vous avez
un chef de gouvernement qui est responsable, qui doit rendre compte dorénavant à l'Assemblée nationale. Et, entendons-nous bien, les citoyens sont là. Les citoyens observent. Parce que quand le chef de gouvernement, il échoue dans sa politique, ce n'est pas pour le bonheur des parlementaires. Parce que les parlementaires, ou bien les députés à l'Assemblée nationale, ils ont eu la majorité grâce au peuple. Et s'ils ont eu la majorité grâce au peuple, c'est parce que le peuple est d'accord avec le programme politique présenté par la majorité. Donc, ce qui veut dire que à un moment donné, vous devez rendre compte de la politique que vous devez mener. Alors, le peuple est là pour observer. Est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vous avez échoué? L'opposition a son rôle à jouer. Ce qui veut dire qu'aux prochaines consultations, vous pouvez être censuré dans les urnes. Voilà, ça, c'est le rôle de l'opposition. L'opposition, quand elle est présente au niveau de l'hémicycle, c'est de relever à chaque fois les erreurs du gouvernement, de critiquer le gouvernement et de faire des propositions. Et comme très souvent les débats sont médiatisés, le citoyen là, il observe. Et quand le citoyen estime que, voilà, on a des opposants qui sont là, qui maîtrisent même mieux des sujets que le gouvernement nous ment sur des questions et que c'est l'opposition qui vient nous éclairer, qui vient nous dire la vérité, alors l'opposition est en train de gagner en estime au sein du peuple. Ce qui veut dire qu'aux prochaines élections législatives, l'opposition, disons les électeurs ou bien le peuple va censurer la majorité et redonner la majorité à l'opposition. Et c'est ça qui crée alors l'alternance. Donc, ce régime politique est très favorable à l'alternance politique. Rencontre échange, nouveau numéro, nous parlons de nouveau régime parlementaire qui a été voté par l'Assemblée nationale dans la nuit du 25 au 26 mars. Professeur Kosili Hundanke, agrégé de droit, il est constitutionnaliste, il est mon invité pour expliquer bien cette page de notre histoire politique qui est en marche. Alors, la question qui choque et qui blesse, c'est aussi le statut ou l'état de notre Assemblée nationale. On sait que l'Assemblée a fini son mandat depuis décembre dernier. Elle est dans la prolongation. Alors, de droit, est-ce que cette Assemblée a encore les prérogatives de toujours prendre aussi une décision aussi importante que celle de voter une nouvelle constitution? Oui, et c'est 3 fois oui. Alors je veux m'expliquer. Oui. Tout à l'heure, j'ai dit que l'Assemblée nationale, quand elle se réunit pour réviser la Constitution, n'est plus une assemblée comme les autres. C'est une assemblée constituante. C'est une assemblée constituante. Et une assemblée constituante peut créer 2 sortes de vides. Abroger la Constitution en vigueur et mettre en place une nouvelle Constitution. Donc, déconstruire et construire. Dans le cas du Togo, je voudrais faire observer que le retard accusé dans l'organisation des élections pour le cas de cette législature n'est pas le premier retard du genre. Oui, on avait connu aussi en 2019-18. Voilà. Les élections législatives du 20 décembre 2018 devaient se tenir en juillet 2013, je crois. Parce que les élections ont eu lieu le 20 décembre 2023, alors qu'elles devaient avoir lieu en juillet 2023, quelque chose comme ça. Et quand vous prenez également l'élection en 2012, l'élection législative de 2012 devait se tenir en octobre, mais c'est en 2013 que l'élection s'est finalement tenue. Donc cela voudra dire que les élections législatives au Togo rarement sont organisées à échéance, en date échue. D'accord? Et l'article 52, l'alinéa dernier, qui fait polémique aujourd'hui, cet article est venu justement corriger cette situation de vide juridique que les gens avaient
à un moment donné, relevée. Que quand les élections devaient être organisées, qu'il y a du retard, que l'Assemblée est dans l'illégitimité. Vous savez, l'article 52 a toujours existé, mais l'alinéa dernier de cet article a été introduit avec la révision de 2019. C'est la révision de mai 2019 qui a introduit cet alinéa. Et donc, la raison d'être de cet alinéa, c'est que quand les élections ne sont pas organisées à échéance, que l'Assemblée puisse toujours continuer par travailler. Et que sa légitimité ne soit pas remise en cause. D'accord. Travailler pour prendre de grandes décisions. J'en arrive. Oui. Alors, l'article 52, alinéa dernier dit, les députés ou sénateurs sortants, par fin de mandat ou dissolution, restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leur successeur. Quand le constituant dit la prise de fonction effective de leur successeur, il faut savoir ce que ça veut dire. Maintenant, ce que nous devons comprendre ici, c'est que le pouvoir constituant est un pouvoir illimité. Quand c'est un pouvoir constituant originaire, il est illimité, il est inconditionné. Quand c'est un pouvoir constituant dérivé, comme l'Assemblée nationale, dans sa forme solennelle, il est limité. Mais il est limité comment? La Constitution dit clairement les circonstances dans lesquelles l'Assemblée constituante dérivée ne peut agir. C'est ça. En cas de vacances, en cas d'intérim, ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Et l'article 144 dit également que la forme républicaine de l'État ne peut faire l'objet d'aucune révision. C'est les seules limites. C'est les seules limites qui existent. Et par rapport à cette limite, la doctrine même est partagée. Certains auteurs comme Georges Vedel estiment que en réalité, il n'y a aucune limite. Pourquoi? Parce que il suffit seulement de faire une double révision. D'abord, réviser la disposition qui est interdite et après on procède à la révision. C'est ça. Donc, certains auteurs disent que le pouvoir constituant, qu'il soit dérivé ou originaire, exerce la même fonction, la fonction constituante. Maintenant, est-ce que l'Assemblée est dans elle légitime? C'est ça. Alors, l'article 52, alinéa dernier, dit qu'ils restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leur successeur. Quelles sont les fonctions du Parlement ou bien de l'Assemblée nationale? Légiférer, contrôler l'action du gouvernement. Quand on vous dit vous restez en fonction, vous exercez vos fonctions. C'est pour éviter en réalité le vide juridique. D'accord? C'est pour éviter le vide juridique. Et je voudrais dire que, de ce point de vue, la contestation de la légitimité de l'Assemblée nationale dans sa formation constituante, cette contestation, on peut dire qu'elle est purement politique en réalité. Pourquoi? Parce que la même Assemblée avait voté une loi organique pour changer le code électoral. C'est ça. Pour porter de 91 à 113 députés. Le nombre de députés. Pourquoi les gens n'ont pas contesté? D'accord. Maintenant, j'en viens à l'argument juridique. Alors, l'article 146 de la Constitution togolaise dit « La source de toute légitimité vient de la présente Constitution. » La source de toute légitimité vient de la présente Constitution. Ça veut dire que si vous êtes une autorité, vous agissez sur le fondement d'une disposition de la Constitution, vous êtes dans la légitimité. C'est ça. Et donc, l'Assemblée nationale constituante, et je le dis, je le répète, le pouvoir constituant, qu'il soit originaire ou dérivé, peut réviser une constitution, peut remplacer une constitution. Les deux ne sont pas de même nature. Les deux n'ont pas le même titulaire, mais les deux exercent la même fonction. Et donc, l'article 52 se trouve dans la Constitution togolaise. L'article 146 dit la source de légitimité vient de la Constitution. Là, on peut parler d'un syllogisme aristotélicien. L'article 52
L'article 146 disant que la source de toute légitimité vient de la présente Constitution. L'article 52 étant dans la Constitution, donc les parlementaires sont légitimes. C'est ça. Et là, il se pose un problème de morale et de droit, hein, parce qu'en réalité, l'argument avancé par, n'est-ce pas, ce que les détracteurs, c'est aussi ça. Est-ce que moralement, bien, sur le plan moral, les députés, en partance, ont encore, n'est-ce pas, hein, cette attitude, cette attribution à travailler là-dessus sur une nouvelle constitution, alors qu'ils sont partants. On pouvait dire qu'on va laisser la nouvelle assemblée mettre en place la nouvelle constitution. Alors, d'abord, en droit, c'est l'autorité qui détient le pouvoir, qui décide du moment de l'utiliser. En dehors de ce que nous appelons la compétence liée, oui, le pouvoir discrétionnaire, vous décidez quand vous voulez d'exercer votre pouvoir discrétionnaire. Et il me semble que l'Assemblée n'a pas une compétence liée de ce point de vue-là. Maintenant, quand ce qui concerne la morale et le droit, cette question revient toujours. Le Togo est un État de droit positiviste. Nous ne sommes pas dans le juste naturalisme. Hans Kelsen définit la Constitution comme la norme positive, ou l'ensemble des normes positives qui réglementent l'organisation des autres organes de l'État. Et donc, quand nous sommes dans le positivisme, les textes qui s'imposent, et là encore, parce que j'ai dit tout à l'heure que le pouvoir constituant dérivé, les limites sont dans la Constitution. En dehors de ces limites, il n'est plus limité. Donc, quand vous êtes dans le positivisme juridique, les seules limites sont prévues dans les textes. Il n'y a pas... La morale n'est pas supérieure au droit. Les règles morales... Elle peut inspirer le droit. Hein? Oui, c'est ce que je voulais dire. Les règles morales peuvent être codifiées. Quand la règle morale est codifiée, elle rentre dans la législation, elle rentre dans l'ordre juridique, elle s'impose. Et là, ce n'est plus une règle morale. Donc, on peut s'inspirer, et beaucoup de normes juridiques tirent leur source de la morale, mais une fois que ces normes sont codifiées, alors elles sortent du cadre de la morale. Donc, dans un état de droit, on ne peut pas dire que la morale est supérieure au droit. Non. La morale n'est pas supérieure au droit. Même si la morale inspire le droit, la morale n'est pas supérieure au droit. Je vois mal, en tout cas, je vois mal un juge condamner quelqu'un en se fondant sur la morale. Je vois un juge régler un différend en se fondant uniquement sur la morale. Donc, lorsque le juriste manque d'arguments, il peut recourir à la morale, mais la morale ne s'impose pas au législateur. Maintenant, le pouvoir constituant. Les seules limites qu'on pourrait relever en ce qui concerne l'action du pouvoir constituant, je l'ai dit ici, mais en droit international, il y a la question aussi des droits de l'homme, qui peuvent constituer une limite au pouvoir constituant. Mais en dehors de ça, la morale ne peut pas en aucun cas constituer une limite à l'exercice de l'œuvre constituante. C'est ça. Alors, ce qui gêne aussi votre polémique, on ne connaît pas exactement jusqu'à aujourd'hui le contenu de ce nouveau test. Qu'est-ce qu'il en est dit exactement? Bon, le citoyen n'a pas encore le test fondamental. Il y a les brouillons, les propositions, les projets, mais ce qui est finalement voté, on ne l'a pas encore. Alors, ce que j'ai lu, c'est ce que vous avez lu, c'est ce que tout le monde a lu, malheureusement. Et, vous savez, il y a plusieurs versions qui sortent tous les jours. Voilà, donc, maintenant, en ce qui concerne le test lui-même, on a au moins les grandes lignes, ou bien les grandes tendances. C'est ça. C'est un régime parlementaire, voilà, le président du Conseil. Qui sera désigné président du Conseil, ça? Oui. C'est ce qui est retenu finalement. C'est ce qui est décidé. Le président du Conseil sera élu, le chef de l'État sera élu au suffrage universel indirect par le Parlement. Donc ça, c'est les grandes lignes. Et puis,
Il y a d'autres instances aussi, l'APLUSIA qui a été élevée en organe constitutionnel dans le cadre de la lutte contre la corruption et puis la bonne gouvernance. Mais de façon générale, les grandes lignes, c'est ce que tourne autour du chef de l'État et du président du Conseil. Est-ce que c'est vrai que les libertés fondamentales, les droits publics ne sont pas retenus et que c'est annexé au test? Alors, c'est aussi une discussion sur la question. Oui. Vous savez, dans la Constitution de la 4e République, il est fait renvoi à plusieurs instruments internationaux. Et dans la Constitution qui est proposée et adoptée, les droits sont... il y a un document qui est annexé. Il me semble que cela participe de la pédagogie. C'est ça. Cela participe de la pédagogie. Parce que, en tout cas, rares sont les Togolais, à moins ceux qui ont fait des recherches sur la question, rares sont les Togolais qui ont une fois cherché à voir la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui une fois cherché à voir la Déclaration, la Charte africaine des droits du peuple de 1981, qui ont cherché à voir les pactes de 1966, ainsi de suite. Or, ces instruments sont... le préambule fait un renvoi à ces instruments. Donc, le fait maintenant qu'on prenne un document, qu'on annexe à la Constitution, permet en réalité aux citoyens, une fois feuilleté les dispositions de la Constitution, d'aller vers ce document et de lire les droits. Vous savez... Et si on les constitutionnalisait en même temps, ce ne serait pas mieux que peut-être de les annexer? Alors, encore une fois... Oui. Quand on annexe un document, qu'on annexe à la Constitution, ça ne veut pas dire que c'est un document de moindre valeur. D'accord? Puisque ce document est adopté au même moment que les autres dispositions de la Constitution. Donc ce document a également valeur constitutionnelle. C'est ça. D'accord? Même valeur que les autres dispositions de la Constitution. Maintenant... Donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau? Non, il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau. Ensuite, vous savez, en termes de pédagogie, le Togo est parti à plusieurs conventions internationales sur les droits de l'homme. Ce n'est pas parce qu'on ne les cite pas que le Togo n'est pas lié. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce qu'on ne cite pas ces documents dans la Constitution que le Togo n'est pas lié. Le Togo reste lié par ces différents instruments juridiques auxquels il est parti. Et donc, ces instruments ont intégré déjà, puis c'est ratifié, ces instruments se trouvent dans l'ordre juridique, dans notre ordre juridique. Et donc, la précision que je voudrais faire également, c'est que, à quelques exceptions près, les instruments internationaux qui sont relatifs aux droits de l'homme traitent à peu près des mêmes choses. À quelques exceptions près. Vous voyez que les droits qui sont consacrés ici sont consacrés dans d'autres documents et passent. Donc si on rassemble ces droits dans un seul document qu'on annexe à la Constitution, c'est faire œuvre de pédagogie. Mais qu'à cela ne tienne, les autres instruments internationaux ne sont pas non plus oubliés. Le juge constitutionnel ou les autres juges peuvent faire référence à ces autres instruments internationaux dans leurs décisions. Bien, merci. Alors, voilà ce qui est fait. Ça fait beaucoup couler d'encre et de salive, beaucoup de réactions toute cette semaine sur les médias. Et bien, on ne parle que de la nouvelle constitution qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Et avec toutes ces réactions, le chef de l'État a demandé une relecture. Qu'est-ce que ça veut dire et à quoi faut-il s'attendre? Alors, c'est dans les, disons, dans les normes de la pratique du droit, que il y a, selon les constitutions, il y a un organe qui puisse valider, non pas juridiquement, qui peut donner une certaine force à un document, ou bien à une loi, ainsi de suite. Et cet organe, c'est le chef de l'État ou le peuple, selon les cas. Et donc, il revient au chef de l'État de promulguer le texte pour que le texte puisse entrer en vigueur. Mais il peut, puisqu'il est aussi gardien de la Constitution. Oui. Le chef de l'État est aussi gardien de la Constitution. Donc il peut, si certaines dispositions ne lui agréent pas, il peut demander une
nouvelle délibération. Comment ça se fait dans la pratique? Il peut faire des observations sur certaines dispositions du texte qui lui est proposé. Oui, oui. Voilà, il fait des observations. Et il renvoie à l'Assemblée? Et il renvoie à l'Assemblée. C'est ça la nouvelle délibération, ou bien la seconde relecture. Donc, il peut demander à l'Assemblée de revoir tel ou tel texte, mais dans notre cas précis, le chef de l'État demande à ce qu'il y ait un consensus sur le texte, c'est-à-dire que disons des autorités ou bien des personnalités togolaises puissent être consultées sur le texte afin qu'on puisse avoir un consensus avant que le texte ne soit promulgué. Donc, ça se passe de quelle manière? D'abord, une fois que le document, le chef de l'État a renvoyé le texte à l'Assemblée nationale, donc la commission de loi sera saisie. Si la commission de loi est saisie, il revient maintenant à la commission de loi de s'organiser et de voir les autorités, que ce soit les autorités politiques ou les autorités, ou bien les chefs de partis politiques, les autorités religieuses, les leaders d'union d'une façon générale. Donc, il est loisible alors à la commission des lois de convoquer toutes ces personnes et d'avoir leurs suggestions, leurs points de vue sur sur différentes questions afin d'harmoniser les points de vue et d'avoir un consensus avant que le texte ne soit promulgué. Ce qui aurait pu être fait avant, n'est-ce pas? Cette consultation populaire, parce qu'il y a des débats citoyens qui sont organisés maintenant. On vous a vu avec d'autres éminents professeurs constitutionnalistes et des politiques qui ont débattu de la question. Oui. Oui. Alors, est-ce que vous avez été consulté en tant que constitutionnaliste avant l'élaboration du texte ou bien... Non, je n'ai pas été consulté. C'est ça? Non, je n'ai pas été consulté, puisque c'est... Disons, ce sont les députés qui ont pris l'initiative. Oui. Ce sont les députés qui ont pris l'initiative, et donc je n'ai pas été consulté de ce point de vue-là. Et à votre avis, est-ce qu'il y aura changement dans le texte ou bien cela promulgué en l'état? Alors, si le chef de l'État a demandé qu'il y ait une seconde délibération et que la commission de loi a le pouvoir d'auditionner les leaders d'opinion, cela voudra dire qu'il doit y avoir une évolution. C'est ça, de la situation. Oui, il doit y avoir une évolution de la situation. On devait débuter la campagne ces jours-ci, mais voilà que ces élections sont encore renvoyées. Le temps d'attendre les consultations, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il ne fallait même pas tout remettre carrément à plat pour repenser la question et engranger plus de discussions, plus de débats avant peut-être d'évoluer? Oui, il me semble que si les leaders d'opinion consultés font cette proposition, peut-être, et que la proposition est portée au niveau, peut-être que on peut faire mise à plat de tout le processus et reprendre. Mais, encore une fois, il faut que les politiques se mettent d'accord d'abord sur la question de la légitimité de l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale, nous l'avons dit, est légitime, mais quand d'autres lui contestent cette même légitimité, alors, quand vous mettez à plat le calendrier électoral et on procède à l'audition publique, ça va donner quoi? C'était même pas de dialogue inclusif, vous relancez tout le processus. Relancer tout le processus, il y a les élections législatives qui attendent. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Parce qu'il faut organiser les élections pour remplacer le Parlement sortant. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Mais de toute façon, s'il y a un consensus politique sur des questions, on peut toujours évoluer. Oui, bon, peut-être que vous n'êtes pas politique, mais est-ce qu'à l'allure vont les choses avec toutes ces réactions? Est-ce que ça ne va pas pénaliser venir dans les urnes prochainement? En tout cas, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout dépendant de la manière dont chacun fait sa campagne. Mais chacun aura à défendre son point de vue devant le peuple. Et donc, si, moi je me dis, cette élection législative pourrait même, c'est une hypothèse, pourrait même servir de référendum sur la question. Ouais. Voilà, pourrait même servir de référendum sur la question, parce que l'opposition pourrait dire, voilà, nous ne sommes pas d'accord, le parti au pouvoir est d'accord sur tel point, donc voilà, donc, et c'est au peuple maintenant de dire, oui, nous sommes d'accord. Et moi je me dis, on aurait pu aller aux élections, et les résultats des élections, on verra qui a raison et qui a tort par rapport à cette réforme. Ouais.
Et dans les principes, vous trouvez que le système parlementaire est plus démocratique ou plus ouvert par rapport aux autres systèmes qu'on a essayé jusqu'à présent? Oui, le système parlementaire tel que proposé est plus ouvert et permet plus l'alternance. C'est plus démocratique. Ouais. Et ça permet également de prendre en compte les intérêts, les besoins des populations. Mais il y a aussi quelque chose que je voulais dire, c'est que, peut-être je l'ai dit en passant, le modèle tel que proposé démystifie la fonction présidentielle. Et donc, on n'aura plus cette crispation autour du fauteuil présidentiel, parce que c'est là où on estime qu'il y a la manne. Une fois qu'on accède là-bas, on a tous les leviers. Non, cette cristallisation de pouvoir autour d'un chef d'État, ça disparaît. Ça disparaît, et donc vous avez maintenant une lutte qui est ouverte en réalité à tous les partis politiques qui peuvent s'affirmer au niveau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, je l'avais dit déjà, les partis politiques ont 3 opportunités pour influencer sur le choix du chef de l'État. D'abord les législatives, les régionales et les municipales. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, on a 3 chances. À l'époque, c'était la seule élection présidentielle. Donc, une seule chance pour influencer. Aujourd'hui, on a 3 chances, 3 possibilités, 3 moments pour influencer le choix du chef de l'État. Et celui qui arrive à avoir la majorité pour désigner le chef de l'État, celui-là a également beaucoup de chances pour désigner le président du Conseil. Et donc, finalement, on a un système plus démocratique, on a un système qui répond plus aux besoins des populations et qui est beaucoup plus proche des populations. C'est ça. Et c'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui pour sortir de la précarité, pour sortir je ne suis pas, disons, un expert en économie ou en développement, mais je ne peux que faire des projections, faire des suggestions par rapport à ça. Et je me dis, si la gouvernance est proche des citoyens, si la gouvernance s'inspire même des besoins des populations, alors on peut aller loin. Et c'est ça aussi qui correspond avec la démocratie à la base? Oui, puisque vous avez les municipales, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez les municipales qui permettent d'influencer un tant soit peu les manettes au niveau du gouvernement. Et donc, la démocratie, à la base, d'abord, telle que nous la pratiquons aujourd'hui, c'est en réalité une forme de régime parlementaire qui ne dit pas son nom. Et donc, la démocratie à la base, oui, ça permet, et surtout que le citoyen est plus informé. Le citoyen est plus informé, les débats seront médiatisés. L'opposition, quand elle n'est pas d'accord avec la majorité à l'hémicycle, peut aller sur les médias et dénoncer. Il y a ce qu'on appelle une minorité de blocage, c'est ça? Oui, et oui. Et donc, dénoncer, c'est ce qu'on appelle l'opposition tribunicienne. Dénoncer les dérives du gouvernement, dénoncer les erreurs du gouvernement, faire des propositions, et ça rend l'opposition plus crédible. C'est ça. À condition que les élections soient transparentes et donc démocratiques. Oui, et de toute façon, il y a intérêt à ce que nous puissions avoir des élections libres et transparentes. Et c'est parce que c'est ça qui va donner une certaine visibilité au choix du régime politique, le régime parlementaire. D'accord. Donc, régime parlementaire et l'autre semi-présidentielle, la française, a fait une 30aine d'années. Alors, on va encore l'expérimenter, puis après ça, on va encore changer? C'est possible, non? Oui. Aucun régime, d'abord, les constitutions ne sont pas, comme nous disons, des tentes dressées pour le sommeil. Donc, les constitutions doivent toujours évoluer. Et donc, quand vous expérimentez un modèle, que ça ne réussit pas, vous pouvez changer, expérimenter un autre modèle. Et si le modèle que nous sommes en train d'expliquer aujourd'hui comporte certaines failles, peut-être dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, il va falloir revoir pour corriger ce modèle. Et donc, vous savez, en droit, nous avons l'habitude de dire que c'est à l'application du test qu'on voit
les réalités du texte ou les failles que le texte peut présenter. Donc le texte peut être écrit avec un bon style, tout ça, mais c'est à l'application qu'on voit les difficultés. Et donc, si dans 30 ans, il y a des difficultés, dans 50 ans, on voit on peut toujours revenir et corriger ce qui a été fait. Voilà. Ce question, nous serons les premiers en Afrique ou bien est-ce qu'il y a d'autres pays aussi qui sont déjà en système de parlementaire sur le continent? Oui, beaucoup de régimes politiques sont des régimes parlementaires. Ce n'est pas le Togo qui est le premier du genre. Vous voyez, prenons le régime sud-africain par exemple. Le régime sud-africain, le président sud-africain est élu par l'Assemblée nationale. Il est élu par l'Assemblée nationale. Donc, il me semble que... Dans l'espace francophone ouest-africain, non, hein? Bon, dans l'espace francophone ouest-africain, vous avez le Bénin qui est un régime présidentiel, vous avez le Burkina, le Niger et autres, c'est un régime semi-présidentiel. Donc, sur le modèle français, ainsi de suite. Donc, au regard de nos réalités, nous pensons que c'est ça qui peut permettre de sortir un temps peu de l'ornière pour que les citoyens puissent avoir leur mot à dire, participer à la gouvernance, participer à la démocratie et que leurs besoins soient satisfaits. Professeur Koscivi, on a qui est mon invité, il est agrégé de droit constitutionnaliste. C'est avec lui que nous réfléchissons sur la nouvelle constitution, le nouveau système parlementaire, le système parlementaire qui a été adopté par les députés en attente d'être promulgué pendant que le chef de l'État a demandé une relecture du texte fondamental. Alors, professeur, cette émission tire à sa fin. Que dire pour rassurer ceux qui sont inquiets du système proposé et adopté? Alors, je suis un peu peiné parce que beaucoup n'ont pas lu. Beaucoup n'ont pas lu, du moins ce qui est en train de circuler. Beaucoup n'ont pas lu. Et donc, tout le monde s'acharne sur le mandat du chef de l'État. Or, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Oui, parce que bon, les soupçons de faux soupçons, que c'est pour s'éterniser. Voilà. Oui, voilà, c'est pour s'éterniser au pouvoir. Je ne pense pas que ce soit vraiment ça. Parce que quand vous prenez la manière dont le chef de l'État va être désigné, et puis les pouvoirs que lui confère la Constitution, c'est, disons, c'est le jour et la nuit entre la 4e République et la 5e République. Donc, c'est la peur de l'inconnu. C'est la peur de l'inconnu qui amène, voilà, tout à fait naturel, qui amène nos citoyens nos concitoyens à contester, un peu. Mais je voudrais rassurer pour dire qu'aucun système politique n'est meilleur, aucun système politique n'est pire que l'autre. Il faut, au-delà du système politique, au-delà des règles, c'est les hommes. C'est les hommes qui animent les institutions. Et moi, j'ai l'habitude de dire que les institutions ne valent que ce que valent les hommes qui les incarnent. Et donc, à partir de là, il nous revient de nous mettre ensemble, de travailler en bonne intelligence pour que le régime politique que nous sommes en train de vanter aujourd'hui puisse produire réellement ses fruits. Vivement que ça produise ses fruits et qu'il fasse mieux vivre sur la tête de nos... Le citoyen n'en demande pas mieux, que ce soit parlementaire ou semi-présidentiel. Ce que veut le citoyen lambda, c'est son bien-être, et surtout la bonne gouvernance. Merci à vous, merci professeur Onake, vous avez été mon invité pour parler de cette nouvelle constitution qui sera promulguée bientôt, en attendant cette relecture demandée par le chef de l'État. Avec les spectateurs, c'est la fin de ce numéro de Rencontre et Échange. Probablement, nous aurons d'autres sons de cloche la semaine prochaine pour parler encore plus en détail de cette nouvelle approche, de cette nouvelle conceptualisation de la gestion de l'État togolais. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Merci, professeur. Merci.